On perd la relation d'ordre, le petit. Après, il y a d'autres généralisations à d'autres structures dans l'ensemble qui apparaissent en physique quantique, etc. Je passe. Et c'est vraiment au cours des 2 derniers siècles que cette vision-là des mathématiques a un petit peu émergé, travailler sur les structures, les relations que vérifient les nombres entre eux pour en dégager les propriétés et faire des preuves liées à tout cela. Alors, je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Boum. Ah oui. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de nombre qui ne soit pas une fraction? Alors, pi est racine de 2. Oui, on était vexé quand même comme si c'était pas racine de 2. Vous vous souvenez, on a fait la preuve. Racine de 2 ne peut pas s'écrire comme une fraction. Hein, la preuve par le pair et l'impair. Ok. Donc, voici un exemple de nombre, racine de 2, qui est dans les nombres réels, mais qui n'est pas là-dedans. Le pi est aussi un exemple, hein, vu qu'il n'est pas solution d'une équation, a fortiori il n'est pas solution d'une équation du degré 1, donc c'est pas une fraction, pi n'est pas une fraction, donc pi c'est un nombre qui est là, mais qui n'est pas là. Ok. Un nombre qui soit pas un nombre réel, mais qui soit solution d'une équation. Les nombres complexes. Bah, racine carrée de moins 1. Ça contient racine carrée de moins 1. En fait, ça contient n'importe quoi fois racine carrée de moins 1, plus n'importe quel autre nombre. Ça, c'est exactement cet ensemble-là. Cet ensemble-là, d'ailleurs, c'est aussi l'ensemble des points dans le plan. Si on fait des mathématiques pour étudier la géométrie des points dans le plan, on peut écrire des équations au lieu de raisonner sur des droites, des lignes. Au lieu d'avoir une vision géométrique d'un dessin de géométrie, on peut avoir une vision calculatoire. Et une due à Descartes, mais qui a beaucoup d'applications. Ok. L'autre truc, peut-être, oui, qu'on pouvait commenter, c'est la notion de dénombrable. C'est quelque chose de très joli, mais qui peut rendre fou, puisque ça a rendu fou un petit peu son inventeur, qui était Georges Cantor. Alors, c'est quoi cette histoire de dénombrable? C'est qu'en fait, en mathématiques, il y a plusieurs types d'infinités. Alors, on a vu, il y a une infinité de nombres entiers, il y a une infinité de nombres positifs, négatifs, il y a une infinité de nombres premiers, il y a une infinité de nombres réels, il y a une infinité de nombres avec des virgules, etc. Tout ça, mais ils n'ont pas tous la même taille. Alors, qu'est-ce que je veux dire par même taille? Alors, la notion de même taille, c'est pas qu'ils sont inclus l'un dans l'autre, parce que ok, c'est vrai qu'ils sont inclus l'un dans l'autre. À chaque fois, c'est une inclusion stricte. Mais néanmoins, les 3 premiers, en un sens, ils ont la même taille. Alors ça veut dire quoi même taille? Ça veut dire que je vais pouvoir les marier entre eux. Imaginez, j'ai d'un côté ici les filles, d'un autre côté les garçons. Si je peux faire un mariage entre chaque personne, tel que personne n'est laissé de côté, il n'y a aucun garçon qui est laissé de côté, aucune fille qui est laissée de côté, et chaque garçon est marié avec une fille, chaque fille est mariée, il n'y a rien de politique par rapport à l'heure actuelle là-dedans. Donc chaque garçon est marié avec une fille, chaque fille est mariée avec un garçon. Une personne est laissée de côté, c'est ça que j'appelle un mariage. Et quand on peut faire un mariage comme ça, je veux dire qu'il y a autant de personnes là que là. Ça paraît bête, mais c'est très fort. Parce que dans ce que je viens de dire, ça permet aussi de s'appliquer à des ensembles infinis. Quand je vous ai fait l'explication, vous imaginez un petit groupe d'ensembles finis, il y en a des slides, il y en a autant, voilà. Là on comprend bien. Mais bon, ce que je viens de dire marche très bien aussi avec des ensembles infinis. Exemple. Prenons ici, je vais mettre les nombres pairs. 0, 2, 4, 6, 8. Ici, les nombres pairs. Tout ça, avec le impar. Ici, je vais mettre tous les nombres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en jeu. Alors, a priori, le point de vue intuitif, c'est qu'il y en a plus là que là. Parce que là, j'ai que les pairs, et là, je les ai tous. Mais néanmoins, je peux faire un mariage entre les deux côtés. Et personne ne va être laissé de côté. Comment je vais faire ça? Ben, regardez. Le premier qui était ici, le premier nombre pair, c'est 0. Je le marie avec le premier qui est ici. C'est 0. Ok. Le suivant, le nombre pair suivant après 0, c'est qui? Le 2. 2 qui est là. Je le marie avec qui? Le premier qui reste là. Le premier qui reste ici, c'est 1. 0 est parti, il reste 1. Okay. Et ce que je vais marier le nombre 2 fois n avec le nombre n. La valeur 10 ici va être mariée avec la valeur 5 là-bas. La valeur 12 avec la valeur 6. La valeur 14 avec 7. Okay. Tout le monde va être marié et personne n'est laissé de côté. Donc j'ai bien fait un mariage entre les nombres pairs et tous les nombres entiers. Donc ils sont, le mot mathématique pour dire c'est ils sont en bijection. Faire un mariage, c'est une bijection. Okay. Donc en ce sens-là, il y en a autant. Il y a autant de nombres.
entier quelconque que de nombres pairs. L'intuition naturelle qui consiste à ah, mais non, là, il y en a plus. Oui, non, ils sont plus l'un dans l'autre, mais non, moi je peux faire ce mariage. Donc, en ce sens-là, il y en a autant. Ok? Vous êtes d'accord avec ça? Bon. Beaucoup plus dur maintenant, mais faisable. Les fractions. Fraction, c'est P divisé par Q. Et je vous ai dit que les fractions, je ne peux pas les mettre à la queue leu. Tout à l'heure, je vous dis, il n'y a pas un suivant à une fraction. Parce que si je prends une fraction que vous pensez être la suivante, je suis à la somme des deux, je divise par deux, c'est une autre fraction. Donc il n'y a pas de suivant. Là, dans mon truc, je vous dis quel est le nombre qui suit 0, 2, 4, c'était facile. Là, vous pensiez le suivant et puis on mariait avec le suivant là, donc c'était fastoche. Là, ça va être beaucoup plus difficile, mais complètement faisable, en 10 secondes, si je fais le petit dessin ici, de marier toutes les fractions avec tous les nombres. Donc, ce que l'on veut faire, on veut arriver à compter les fractions. On veut les marier avec 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. Alors, ce que je vais faire, mes fractions, je vais les écrire sous cette forme-là. Je vais les écrire sous la forme d'un petit tableau comme ça. Donc, il faut le voir comme un tableau. Hein. Et donc, par exemple, dans cette case-là, ça va correspondre à la fraction 2 divisé par 3. Okay. Donc mes fractions, je les mets dans un tableau comme ça, sous cette forme-là. Alors toutes les fractions apparaissent, il y en a même certaines qui apparaissent en double, donc pour les retirer, je cache un peu les détails. Mais voilà, dans ce tableau-là, il y a toutes les fractions possibles et imaginables. P divisé par Q, elles y sont toutes dans ce tableau. Ok. Et ce que l'on veut faire, on veut marier toutes ces cases-là avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, première idée, on pourrait vouloir compter comme ça. Ben ça va être la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Mais ça ne marche pas, parce que je vais passer comme ça jusqu'à l'infini, et jamais je vais atteindre la deuxième ligne comme ça. Donc je ne peux pas compter comme ça. Bon, alors si j'essaie de les compter comme ça, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, ben je vais partir à l'infini comme ça, là, et jamais je vais atteindre la deuxième colonne. Donc comment je pourrais arriver à les compter de façon à passer par tout le monde? Alors est-ce que quelqu'un a une astuce? Voilà, vous faites le Z de 0, mais voilà, on va les compter en zigzag. Et regardez bien, en faisant ça, la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, et bien vous voyez bien qu'on va finir par passer par toutes les cases, et que jamais je me barre à l'infini qui m'empêche d'arriver au truc d'après. Ok? Et donc la première, la deuxième, la troisième. Voilà. Et donc là, on vient de prouver, avec ce petit zigzag-là, qu'il y a autant de fractions que de nombres entiers. Parce que je peux les marier. Ok? Très bien. Voilà. Donc en gros, pour l'instant, on dit qu'à chaque fois que j'ai un ensemble infini, je peux le marier avec N. Ok. Le dernier truc, c'est ça qui a rendu le compteur fou. Regardons maintenant les nombres réels. Les nombres réels, c'est quoi? C'est les nombres avec une virgule. 3, virgule, 14, ce que vous voulez. C'est même pas pire, hein, au début j'ai fait ça. Allez. Ah, et on continue comme ça, très loin. Et je les écris tous. Voilà. Et je veux pouvoir les compter. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Comment faire? Est-ce que c'est possible? Alors, en fait, c'est pas possible. Et donc, c'est ça qui va prouver qu'il y a différents types d'infinis. Cet ensemble-là, les nombres réels, c'est un infini qui est beaucoup plus grand que l'infini des nombres entiers, des fractions et tout ça. On ne peut pas les marier, ils sont plus grands. Alors, comment on peut faire ça? Je peux vous le faire. Peut-être que tout le monde ne va pas comprendre parce que c'est un petit peu surprenant. Alors l'idée consiste, comme toujours, quand on trouve d'impossibilité, on va faire une preuve par l'absurde. On va supposer que l'on peut les compter. Et donc ce que je vais faire, je vais les écrire. Je suppose que je peux les compter, le premier, le deuxième, et je les écris. Alors ça c'est par exemple le premier, le deuxième, je ne sais pas. Alors on va même... Okay. Les nombres réels, je peux très bien me réduire à l'intervalle entre 0 et 1. Parce que tout ce qui est après, c'est compte à part 1, tout ça. Donc je peux me limiter à 0, à tous les nombres qui sont entre 0 et 1, c'est exactement la même question. Et donc je les écris tous, un par un. Dans n'importe quel ordre, mais l'ordre qui correspond au comptage que vous pensez avoir, si vous croyez qu'il existe, on suppose qu'il existe un comptage, je les écris dans un ordre, voilà. Donc là, c'est un très très long tableau, je vais utiliser beaucoup de feuilles, pour écrire tous les nombres réels, un par un, comme ça. Et donc là, la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne, la quatrième ligne, etc. Okay. Et si je suppose qu'il y a tout le monde, tous les nombres réels doivent être, chaque nombre réel va être quelque part à l'une des lignes. Bon.
Et je regarde maintenant le nombre suivant. Je prends 0, virgule, un truc ici qui est différent de 1. Donnez-moi une valeur, ce que vous voulez. Mais il faut que ça soit différent de 1. 8. Après, je prends un truc différent de 3. Après, ici, un truc différent de 6. Ce que vous voulez. Et puis après, en fait, à chaque ligne, à la nème ligne, je m'arrange pour que la nème décimale du nombre ne soit pas la même. Le nombre que je construis comme ça, c'est un nombre réel. 0, quelque chose, c'est un nombre réel. Où est-ce qu'il est dans mon tableau? Il est nulle part, puisque à au moins un endroit, il diffère à chaque fois de la ligne en question. Donc j'ai construit un nombre réel qui n'est nulle part dans mon tableau. Ça veut dire qu'il était impossible de mettre tous les nombres réels dans un tableau comme ça. Bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, c'est vraiment ça la preuve de Cantor. C'est ce qu'on appelle l'argument diagonal de Cantor. C'est comme ça que Cantor a prouvé qu'on ne pouvait pas marier les nombres entiers, n, avec les nombres, avec une infinité de chiffres après la virgule, avec les réels. Et donc voilà, il y a différents types d'infinis, et R, les nombres réels, a un infini plus grand. Alors ça a été le début de la théorie des ensembles, parce que suite à ça, il y a plein de choses qui ont été étudiées là-dedans, les infinis, les ensembles, avec de très jolis paradoxes, le paradoxe du Barbier, etc., du La Russell, qui a montré qu'en fait les mathématiques étaient mal définies à l'époque. Je ne veux pas dire qu'elles étaient fausses, mais ça n'avait pas été fait proprement. Et donc au début du siècle dernier, il y a un programme qui émerge, qui est de fonder avec rigueur les mathématiques. Et ça a donné lieu à des choses fascinantes, des choses qui font des avancées positives, et des choses aussi qui ont montré que quelque part, des fois, il était impossible de le faire. J'hésite à rentrer plus, je peux peut-être garder ça dans les questions. En gros, toute discipline scientifique cherche à dire des choses qui sont vraies. Et on veut s'assurer qu'elle ne dit que le vrai. On veut s'assurer, mais comment on s'assure? Ça veut dire qu'on va être capable d'avoir un regard sur la discipline et d'avoir les outils pour vérifier si c'est vrai ou pas. Mais si vous êtes capable de regarder la discipline de haut pour vérifier que c'est vrai, qu'est-ce qui vous dit que le mec qui vérifie ne se trompe pas lui-même? Donc il faudrait avoir un surveillant du surveillant. Un surveillant du surveillant du surveillant du surveillant du surveillant. Donc il y a une espèce de raisonnement comme ça qui montre qu'en fait on ne pourra jamais avoir de théorie compliquée des mathématiques dont on soit sûr qu'elle soit complètement rigoureuse. Alors, ça se formalise d'un point de vue plus rigoureux. Il y a des petites parties des mathématiques pour lesquelles on arrive à faire ça. Et ça a de l'importance en programmation. Parce que c'est exactement ce genre de considérations apparemment abracadabrantesques qui sont importantes pour assurer que l'avion ne va pas exploser en plein vol, que la fusée aérienne ne va pas exploser en plein vol. On veut arriver à faire des programmes qui font voler ces choses-là, qui font circuler la ligne 14 à Paris, etc., comme un conducteur humain. On veut s'assurer que ces programmes-là vont bien fonctionner. Pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien, il faut quelque part avoir les outils pour vérifier que le code est correct. Et c'est exactement le même type de raisonnement. On appelle ça la sémantique des langages. Si le programme utilise des routines pas trop compliquées, si on se limite à certaines tâches, c'est possible. Si on autorise trop de puissance dans les mathématiques ou le langage de programmation, c'est impossible. Et ce que je dis là est prouvé. C'est-à-dire, on peut prouver que si on se limite à ça, on peut tout faire bien et on est sûr que c'est bien. Si on rajoute ça, eh bien on n'est pas sûr que quelque part il n'y ait pas une contradiction. Donc le fait que les mathématiques soient non, alors qui ne se contredisent pas elles-mêmes, comment on appelle ça d'ailleurs, le fait que les mathématiques ne se contredisent pas elles-mêmes, c'est quelque chose en fait que l'on ne pourra jamais prouver. Et a fortiori donc toute science. Les mathématiques sont à la base du formalisme de toute science. Sauf si votre science est un petit peu plus restreinte et dis-moi. Alors, et ça apparaît par exemple dès lors que l'on manipule des ensembles infinis, des infinis d'infinis, des infinis infinis un peu plus grands, on a ce genre de paradoxe-là. Donc, et la plupart des gens qui ont travaillé sur ces choses-là, beaucoup ont fini à l'asile. Alors, c'est pas pour propager le mythe du mathématicien fou, hein. Il y en a beaucoup d'autres qui ne le sont pas, mais parmi les grands mathématiciens qui ont travaillé sur ces questions-là, certains soit ont fini à l'asile, ou soit ont fait un petit passage à l'asile. Bon, j'espère que ça n'arrivera pas. Alors, bon, on peut peut-être s'arrêter là et passer aux questions, si vous voulez.
Ouais, un peu. Ou rentrez chez vous. Hein. Oui, voilà. Est-ce qu'en 2 minutes, vous pouvez nous donner une petite idée des mathématiques chinoises, indiennes et ce genre de choses? Alors sur les mathématiques indiennes, il y a des choses très surprenantes. Alors, c'est des choses qui commencent à être découvertes actuellement. En fait, avant la Renaissance en France, mais après les mathématiques arabes, il y a toute une école qu'on appelle, je crois, l'école du Kerala. Donc, il faudra que vous fassiez un peu de Google pour vérifier un petit peu ce qu'il en est. C'est des choses qui commencent à être découvertes. Et on commence à retrouver des écrits d'eux avec des choses très surprenantes. Ils avaient notamment des formules pour donner le cosinus et le sinus avec des développements en série associés. Et ça, en Europe, c'est des choses qu'on a connues que à peu près presque des fois des siècles après avec Newton et Leibniz. Des choses qu'on a attribuées avec Newton et Leibniz en Europe, en fait, étaient déjà connues de certains mathématiciens indiens. Pour les mathématiques chinoises, c'est un peu moins développé. Il y a eu sur le tard, donc par exemple dans les années 1850, il y a des mathématiciens chinois qui ont travaillé sur des questions de théorie des nombres, un petit peu comme celle que l'on a vue, par exemple, en gros, ce qu'on appelle le triangle de Pascal, qui est un triangle avec des nombres très simples. Hop là. Le triangle de Pascal, c'est celui-ci, on part de 1, et maintenant vous sommez. Vous écrivez 1 sur le bord, et vous sommez. 1 plus 1, ça fait 2. Vous écrivez 1 sur les bords, et vous sommez. 1 plus 2, 3. 2 plus 1, 3. On écrit 1 sur les bords, et on somme. 3 plus 3, 6. 3 plus 1, 4. Voilà, vous continuez comme ça. On écrit 1 sur les bords, hop là, et je somme. 5, 10, 10, 5. Et on continue. Alors c'est un triangle, vous voyez, une forme d'un triangle. C'est donc une suite de nombres. C'est apparu dans beaucoup de civilisations différentes, donc on le retrouve dans les mathématiques chinoises, donc il a le nom d'un mathématicien chinois pour les Chinois. Et ce triangle-là, en fait, est lié à quelque chose qu'on appelle la formule du binôme de Newton. Donc vous faites A plus B puissance N. Si vous développez ça, vous obtenez des coefficients qui sont exactement les nombres qui sont là. Alors par exemple, si vous faites A plus B au cube, alors si vous faites, vous multipliez, c'est un peu long, mais si vous utilisez ça, c'est directement A au cube, plus 3A carré B, plus 3B carré A, plus B au cube. Les coefficients 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Et si vous mettez puissance 6, vous allez obtenir ces nombres-là. Bon, et ça vérifie, c'est des nombres qui apparaissent dans plein de choses différentes, ça s'appelle aussi les nombres binomiaux, etc. Donc voici un exemple de mathématiques qui ne sont pas très évoluées, mais qui donnent lieu à des jolis phénomènes calculatoires que l'on peut retrouver dans différentes civilisations. Pour les développements en série des mathématiciens indiens, là c'est bien plus impressionnant, c'est un niveau de mathématiques bien plus élevé, et on ne sait pas à l'heure actuelle quelles sont les sources avec... est-ce qu'il y a eu un continuum passant par des manuscrits arabes qui ont gardé des manuscrits grecs qui eux-mêmes se référaient à des manuscrits égyptiens, sumériens et tout ça? On n'a pas encore la visibilité totale de est-ce que les choses ont été redécouvertes, est-ce qu'elles ont été améliorées, etc. On ne sait pas trop. Il y a des très jolies formules aussi sur les nombres premiers dans les mathématiques indiennes. Si on bouge les civilisations, on va trouver aussi des choses amusantes, c'est-à-dire des civilisations qui vont compter dans d'autres bases. Alors, il n'y a pas vraiment de mathématiques gauloises, mais chez les Gaulois, il y avait la base 20 qui jouait un rôle. Est-ce qu'on en trouve des traces en français de base 20 oui, bien sûr. On trouve des traces de cette civilisation donc, gauloise, enfin de la façon de compter du moins, dans 80. 10, 20, 30, non 80, 4 fois 20. Alors que octante et nonante serait tellement plus joli et logique, on a toujours ce 80, qui est une trace de ces mathématiques en base 20. Il y a peut-être aussi l'hôpital de 15-20 à Paris qui était une trace de ça, mais je ne suis pas sûr de ça. Après, il y a beaucoup d'études aussi, on va dire ethnologiques, qui ont été faites chez des différentes tribus à travers le monde pour comprendre quel genre de mathématiques ils utilisent. Et des fois, il y a des surprises. Il y avait certaines tribus qui, par exemple, avaient la notion de 1, 2 et beaucoup. Donc, ça a arrêté le comptage à ça. Pourquoi pas, apparemment, ça suffisait. Quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond un petit peu à votre question, mais voilà des pistes pour approfondir
Oui, c'était pour montrer oui. La notion du zéro, vous allez nous en parler la Ah, semaine prochaine d'accord. aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Donc effectivement, c'est une très bonne perche par rapport aux mathématiques indiennes. Oui, bien sûr. Et donc, ok. Donc qu'est-ce que l'on doit aux Indiens? On doit ce qu'on appelle les chiffres arabes. Donc les chiffres arabes, en fait, d'ailleurs, quelle perche, puisque en fait, je ne sais même pas si vous avez vu, mais je dois avoir le petit dessin ici. Donc là. Voici. Donc l'évolution des chiffres arabes. Alors, donc en fait, les chiffres arabes viennent de l'Inde, ça transite par les Arabes, et à peu près entre 900 et 1200, le contact entre l'Europe et le monde musulman fait que ça se diffuse avec des évolutions dans la façon d'écrire les chiffres, vous voyez, qui peuvent être assez surprenantes de nos jours. Donc il y a tout un tas de variantes suivant les lieux, etc. Et ça, c'est quelque chose dont je voulais parler un peu plus la semaine prochaine. C'est largement diffusé aussi dans un livre de Léonard de Pise, donc Fibonacci, le livre des abaques. Donc les abaques, c'était quoi? C'était comme on va dire des petits bouliers. Bon, avant, c'était des petits tableaux. C'est là-dessus que calculaient les latins. D'ailleurs, en disposant des petits cailloux, ils disposent des cailloux sur ces trucs. Caillou, ça se dit calculus, calculi, et donc, d'où le mot calcul. Faire des calculs, c'est disposer des cailloux sur ces abaques. D'ailleurs, le mot calcul se retrouve aussi dans les calculs réels, donc c'est la même source pour les cailloux là. Donc, on travaille sur les abaques, et au contact des mathématiques arabes, on introduit ces chiffres qui sont quand même bien plus pratiques. Parce que pour tout ce qui est calcul, etc., ça permet de poser des opérations, on gagne une efficacité impressionnante qui rend les travaux que je citais tout à l'heure des Grecs bien plus impressionnants parce qu'ils n'avaient pas cette façon d'écrire les mathématiques. Et néanmoins, ils avaient réussi à faire de très belles mathématiques sans avoir la puissance de notation qu'on a de nos jours. Avoir des notations concises, des fois, ça aide vraiment à développer des idées. Et donc le zéro également est venu par la même occasion. Donc c'est quelque chose qui vient d'un mot arabe, d'un mot indien qui veut dire vide, c'était shunya, qui était un concept philosophique qui a été transformé en concept numérique, mais pas poussé à fond. C'est pas aussi puissant que le zéro que vous pensez actuellement en base 10. C'est plutôt la quantité zéro. Et au fur et à mesure, il y a un mélange de notation, d'écriture de position, où les colonnes correspondent à centaines, dizaines d'unités. Tout ça, ça se fait un petit peu, ça évolue au fil des décennies. Donc oui, bien sûr, voici effectivement un exemple de choses que l'on voit aux mathématiques indiennes, transitant par les mathématiques arabes. Le mot chiffre aussi vient de cette chose-là, cette déformation de chiffres qui était le zéro en arabe. Ce qui a fait la puissance des mathématiques en termes d'efficacité d'écriture, c'est justement son formalisme, c'est-à-dire qu'on peut manipuler les concepts à partir d'une forme, par exemple dire x au lieu de 3, etc. Et oui, merci. Et donc, ce que je voulais savoir, puisque les mathématiques sont en fait fondées sur la logique, et donc je voulais savoir en fait, est-ce qu'il y a eu une démarche analogue de formalisation de la logique du même ordre ou parallèle à cette démarche de formalisation des nombres ou de la manière de manipuler les nombres, parce qu'on a pu formaliser la logique. Tout à fait. Et où se trouvent les travaux, en fait, l'état actuel de formalisation de la logique? Alors il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On pourrait faire un parallèle entre l'histoire des mathématiques et l'histoire de la logique. Alors, par exemple, dans des vieux manuscrits grecs, on trouve des tentatives. Alors, en fait, en philosophie, la rhétorique consistait à faire des phrases, dont certaines, on peut penser à des relatives, etc. Et déjà à cette époque-là, les gens s'étaient amusés à vérifier combien on pouvait faire de phrases d'un certain type. Et il y a un texte, un discours de banquet où quelqu'un affirme, ça c'est un truc, il y a 613 596 façons de faire des phrases complexes.
par ça, ils entendaient des phrases avec un certain type de relative, etc. Et il y en a, ils donnent un autre ton comme ça qui est aussi grand. Alors pendant à peu près 2000 ans, personne n'a bien compris à ce que ça veut dire. Et il s'est trouvé qu'il y a à peu près une dizaine d'années, de nos jours, il y a des bases de données avec les nombres, les suites de nombres entiers. Les gens se sont aperçus que ça, c'était exactement le nombre, on va dire, d'arbres d'un certain type avec 10 feuilles. Et justement, dans le texte grec, ça disait le nombre d'affirmations avec 10. Bon, on va dire ces trucs-là. Et donc, en fait, on s'est aperçu qu'à l'époque, il y avait déjà un moyen pour compter ces choses-là. Et c'est très impressionnant parce que de nos jours, à part une formule récurrente non évidente, on ne voit pas. Donc, en fait, c'est juste par cette petite phrase qui est dans un texte qui n'est pas du tout un texte de mathématiques, on sait qu'à cette époque-là, ils avaient déjà la notion de récurrence. Récurrence, c'est... bon, j'en parlerai la semaine prochaine avec autre chose. Alors pour ça, c'est juste déjà un petit regard mathématique sur la logique, déjà il y a 2000 ans, pour toutes les choses. Bien plus tard, en fait, les gens ont regardé, bon, il y a plein de choses liées à ça, mais si on regarde une vraie mathématisation de ça, au sens des structures que je disais tout à l'heure, il y avait Boole, un mathématicien anglais, qui a fait l'analogie entre vrai et faux, et 0 et 1. Et quand je dis un et, un ou, entre deux choses, j'ai exactement la même chose que si je fais la table de Pythagore d'addition d'une équation entre 0 et 1. 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. Okay, et si vous raisonnez en remplaçant 0 par faux et 1 par vrai, ça va donner pareil. Faux ou faux, c'est faux. Faux ou vrai, c'est vrai. Vrai ou vrai, c'est vrai, okay, etc. Si je vous dis à la fois quelque chose qui mélange un truc faux et un truc vrai, il y a donc du faux dans mon truc, l'ensemble est faux. Faux et vrai donne faux. C'est pareil que 0 fois 1 égale 0. Donc il y a une analogie entre cette table de 0, 1 plus fois, et donc ça c'était une première avancée pour mathématiser un petit peu les trucs comme ça. On peut faire pas mal de choses avec ça. Les gens que j'ai cités tout à l'heure, comme Russell, etc., qui réfléchissaient sur la logique, et donc le programme de Hilbert aussi en 1900 qui consistait à axiomatiser les mathématiques, ça consiste aussi en fait à axiomatiser la logique en premier lieu. Donc il y a tout un travail de fait là-dessus au cours des décennies qui prend encore plus d'importance avec l'ordinateur, parce que l'ordinateur en fait de façon intrinsèque manipule presque la logique, il y a presque une projection entre les deux, enfin une relation entre les deux. Et de nos jours, il y a en France, il y a des équipementières, la France est assez leader dans le monde sur ces questions-là. Il y a des pans entiers des équipementières qui en France travaillent sur ces questions-là. Donc, et c'est lié justement à ce que je disais, éviter que l'avion. Donc concrètement, je vous donne un exemple précis, vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, la fusée Ariane a explosé en plein vol. Prix, je ne sais pas combien de milliards de dollars, pas tant à cause de la fusée qu'à cause des satellites qui étaient dedans, qui coûtaient encore plus cher que la fusée. Donc c'est un petit peu dommage. C'était lié à quoi? C'était lié au fait que dans le code qu'utilisait la fusée Ariane 5, il y avait des bouts de code qui dataient de la fusée précédente, et qu'à un moment donné, il y avait un bout de code qui parlait à un autre programme, en lui faisant passer un nombre, mais qui n'était pas codé de la même façon. Là, il y avait un codage sur 32 bits, et là, un codage sur 64 bits. C'est-à-dire, sur le nombre là, c'est une suite de 0 et de 1, le nombre là, il était écrit sur 32 colonnes, et là, sur 64 colonnes. Et c'était un cas de figure qui avait peu de chances d'arriver, et pas de bol, durant les simulations, il n'est jamais arrivé, et quand ils ont vraiment fait le truc, c'était arrivé. Ça a donné que ce nombre-là, qui devait être un seul nombre, a été compris comme deux nombres, et ça, de fil en aiguille, ça a abouti à un effet catastrophe qui a fait que la fusée a explosé en plein vol. Alors ça, c'est lié à des mois et des mois d'analyse du code par la suite. D'analyse aidée par les humains, mais pas que, parce que c'est tellement énorme comme code qu'un humain ne peut pas le faire. Donc il a fallu développer des outils pour lire tout le code, essayer de trouver où était le problème. Et bien sûr, l'idée géniale, vu qu'on l'a fait a posteriori, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire a priori, pour éviter que ça se reproduise. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure quand je parlais de sémantique des langages. Hein, c'est vraiment, on a une espèce d'axiomatisation, donc des règles du jeu qui sont claires, des règles de la logique, et on va les étudier avec un outil, un regard dessus, qui va nous permettre de vérifier si les choses sont correctes, etc. Ça va même plus loin que ça, c'est lié aussi à ce qu'on appelle les preuves automatiques. De nos jours, l'ordinateur est capable de prouver tout seul certaines choses. Parfois, il faut l'aider. Il y a de très célèbres théorèmes
qui ont été ouverts pendant un peu plus de 100 ans. Un truc que vous pouvez vous amuser à faire, vous prenez n'importe quel planisphère, donc prenez, je crois, donc je vais essayer de dessiner à peu près schématiquement quelque chose qui est supposé ressembler de très loin à l'Europe. De très loin. Bon. Mais peu importe, parce qu'en fait, vous prenez n'importe quelle carte, et je prétends que vous pouvez toujours colorier cette carte avec 4 couleurs, pas plus loin de plus, de telle façon que 2 pays voisins n'ont pas la même couleur. Je prétends ça. Donc ça, pendant plus d'un siècle, c'était la conjecture des 4 couleurs. Ça a été prouvé. C'est maintenant en théorie. Donc ça a été prouvé en 1976, je crois, et ça a été prouvé à l'aide de l'ordinateur. C'était tellement compliqué, on a réduit ça via une méthode astucieuse à un certain nombre de cas, et ça a été prouvé avec l'aide de l'ordinateur. Bon. Mais très récemment, l'intervention de l'ordinateur, elle était partielle dans le truc de 76. Ce qui a été fait très récemment, parce que la preuve en entier a été compliquée, etc., c'est qu'on a prouvé tout le théorème avec l'aide de l'ordinateur. Les gens avaient toujours des doutes sur est-ce que les humains, ils n'ont pas oublié un cas lorsqu'ils ont donné des trucs à vérifier par l'ordinateur, etc. Donc de nos jours, grâce à ces outils mathématiques pour vérifier la logique, et la logique qui surveille les mathématiques comme ça, ceci, il y a une preuve 100% ordinateur de ça. Bien sûr, cette preuve a été construite par des humains. Les humains donnent des étapes, mais l'ordinateur est capable de dire oui, cette preuve-là, il n'y a pas de trou. Ça, c'est quelque chose qui se développe. Et la plupart des grands théorèmes de mathématiques, qui des fois prennent des milliers de pages sur plusieurs articles de plusieurs personnes, etc., des fois on a toujours des doutes, c'est tellement compliqué. Peut-être que l'humain, qui ont lu la preuve, ont oublié un cas de figure. Donc on est en train de repasser dans la plupart des théorèmes mathématiques pour vérifier qu'ils sont blindés. Cette démarche-là est exactement la même que vérifier, enfin elle est similaire, ça utilise le même genre de méthode que vérifier que la fusée aérienne ne va pas exploser. Il y a des liens entre tout ça. Donc la preuve automatique. Après, l'humain a encore de grands jours devant lui, parce que avoir l'idée géniale de trouver des preuves, comme celle que je vous ai montrée, je ne sais pas, par le pair et l'impair sur racine carrée de 2 et tout ça, l'ordinateur n'est pas encore capable de faire ça. De lui-même, il trouve rarement tout ça. Il y a une autre dimension aussi, qui est la beauté des mathématiques. En fait, un théorème, c'est quoi? C'est un énoncé qui est vrai. Donc 1 plus 1 égale 2, c'est un théorème. Je peux vous le prouver. Un théorème. Et personne ne va qualifier ça de théorème, c'est trop trivial. Un vrai théorème, il faut qu'il soit plus riche, plus profond que ça. Qu'il fasse le pont entre des choses un petit peu magiques. Racine de 2, fraction par fraction, là c'est un peu plus magique. La preuve passe par des chemins surprenants. Donc, l'espèce de beauté et d'intuition qu'il y a humaine derrière tout ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, peut-être un jour, mais en tout cas pour l'instant, n'est pas accessible aux ordinateurs. Donc, il y a une interaction entre hommes et machines importante, mais pas au point de mettre les mathématiciens en chômage. D'autres questions? Ou ça répond à votre question? Oui, ça, oui, monsieur? Est-ce que vous allez aborder, aujourd'hui mais plus tard, en termes d'architecture, la notion de nombre d'heures? Oui, c'est plutôt pour la semaine prochaine, ça. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Surtout, on tournera avec Fibonacci, le nombre d'heures et tout ça, les fractales, etc. D'autres choses liées un petit peu à l'environnement, etc. Questions? Ok, bah je vous remercie. Bonne soirée. Je crois qu'on va avoir de quoi